Dans la coquille graphique, on arrive au moment où je tente de te présenter et tu me dis si je suis complètement à côté de la Ah plaque. ouais, trop cool, je m'y attendais pas du tout. OK, d'accord, vas-y, balance. C'est pas une obligation, Non, non, mais mais c'est trop cool. ça le but, c'est que ça t'enlève ces présentations coupées à chaque fois. Donc là, le jeu, c'est prépare des tomates. Si je suis un peu trop à côté, tu peux viser par OK, je écran. te fais confiance. J'adore ce que tu proposes. Alors, Nico, Nico Céphard, tu étais à l'origine ingénieur, dans le textile, si je me souviens bien. C'est un chemin que tu as suivi comme une voie toute tracée parce que, tu y reviendras peut-être plus tard, parce qu'on t'avait présenté ça comme la voie royale. Au bout de quelques temps et en te prenant un burn-out dans la figure, tu as réalisé que c'était pas le choix de vie qui te convenait. Tu as réalisé que la vidéo, qui était une passion, pouvait être un métier. Tu es tombé sur le livre de Live Mentor et d'autres choses. Tu as commencé à réfléchir entrepreneuriat et tu t'es dit pourquoi pas moi. Et à ce moment-là où tu t'es dit pourquoi pas moi, avec ta passion sur YouTube, tu t'es dit la meilleure façon de commencer à faire de la vidéo, c'est peut-être de documenter mon parcours. Et tu as commencé comme ça sur YouTube à partager tes réflexions, tes apprentissages. C'est comme ça que tu as commencé à construire une communauté sans même le vouloir au départ, parce que je pense que ce que tu faisais au départ, c'était assez expérimental. Peut-être que tu t'es rendu compte, tu as découvert à ce moment-là que tu avais un gros talent pour le storytelling ou tu en avais conscience avant. On va voir ça. Toujours est-il que c'est une de tes grandes forces. Tu as eu notamment une vidéo qui a explosé, qui a fait que rapidement, tu as eu donc cette grosse communauté sur YouTube. Moi qui t'ai vu de ta première vidéo à la dernière, tu as eu des paliers assez fous. Et là où au départ, tu disais je vais travailler comme vidéaste et on aurait imaginé que tu fasses de la prise de vue, que tu passes ensuite au monteur, truc un peu classique. En fait, la force du storytelling t'a permis de construire une communauté, mais aussi t'a permis d'avoir accès à une partie de la vidéo qui te passionne. Et encore une fois, tu me diras si je me trompe, c'est la création de documentaires. Parce qu'au-delà d'être vidéaste, ce à quoi tu aspires et ce en quoi tu es très bon, je trouve, c'est l'art de raconter des histoires et de les mettre en images. Ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que tu as commencé ce parcours. C'est bon, ça fait 2. Voilà, ça fait 2 ans que tu as commencé ce Depuis cet parcours été, ouais. et à chaque fois, ta façon de raconter l'histoire, ton authenticité et toutes les opportunités, business que ça t'a ouvert, j'ai trouvé ça incroyable et c'est pour ça que j'avais envie, que tu nous partages ton retour ce soir parce qu'on on a tous des choses à raconter, une façon de raconter qui peut attirer les gens à soi. Est-ce que ma présentation est correcte? C'est limite trop précis, ça fait peur, tu me connais trop, Steph. Je te suis jour et nuit, je regarde tout ce que tu fais. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, vas-y, tu pouvais pas faire plus précis, hein. C'est exactement ça. Même moi, j'aurais pas fait mieux. Bravo. Ça vous montre à quel point on ne se lâche pas depuis 2 ans. Un peu plus de 2 ans d'ailleurs. Je pense qu'on s'est connus il y a un peu plus de 2 ans, mais quand je me suis lancé, on a Ouais, commencé à parler très sérieusement, quoi. c'est ça. Du coup, le point de départ, c'est un burn-out, si Ouais, on reprend le fil. si on reprend le fil professionnel, ouais, ouais, je pense que c'est là. Ouais. Est-ce que tu peux, du coup, nous apporter un peu plus de détails sur, comment est-ce qu'on rentre dans un parcours dont on pense que c'est la voie royale pour se rendre compte que finalement c'est pas ça? Parce que je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas de figure. À quel moment on trouve le courage ou pas de passer à autre chose? À quel moment on se dit: «Ben, il faut peut-être que je passe le cap du freelancing»? Tu as eu plusieurs étapes fortes. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu tout ça? Ouais, si on prend le point de départ, on est en 2022. Début 2022, en fait, le 10 janvier 2022, je pose ma dème, quoi. Donc en fait, à ce moment-là, on est fin 2021, début 2022, ça va pas du tout et hem et en fait, ouais,
Avant ça, j'avais commencé à créer des choses, un petit podcast, un petit compte Insta. En fait, je nouais avec une créativité que j'avais depuis tout petit, mais que je pense j'écrasais parce que c'était pas un métier. Euh, et en fait, tu te rends compte à un moment que la création, la créativité excite des choses bien plus épanouissantes que faire des tableaux Excel dans mon table d'ingénieur, quoi. Et c'est pas un cliché, là, pour le coup, c'est pas une image, c'est vraiment, je faisais ça, quoi. Pour vous contextualiser vraiment le truc, c'est un jet textile, c'est t'achètes des fils que tu sources, que tu cherches le moins cher possible, avec la meilleure qualité possible, et t'en fais des tissus. Ce qui potentiellement est trop bien parce qu'on fait du tissu made in France avec des designers, des designers graphiques. Là, pour le coup, je fais le pont avec vous. Mais en fait, le métier était sympa, quoi. Sauf que tu te rends compte qu'à un moment, bah, t'es pas un très bon salarié dans le sens où tu as un problème avec la hiérarchie. Quand on te dit un truc, tu essaies de faire autre chose dans le sens où il y a toujours plus efficace, toujours. Enfin, j'avais un problème avec la hiérarchie très franco-française. Euh, et du coup, bah, ça l'a pas fait, quoi. Je pense que le salariat, en fait, c'était plus la forme du salariat qui me allait pas. Et donc, vient un moment où tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai un bac plus 5, j'ai 3 ans d'expé en tant qu'ingé, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc, on en est là, on est début 2022. Je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et en fait, moi, il y a un truc qui me suit depuis un moment, c'est que je saigne YouTube. Je sais pas s'il y a des accros à YouTube ici ouais, Signe dans le chat ou lever la main ou je ne sais quoi. On a des accros à YouTube ici? Ah bah oui, moi, c'est ma source de divertissement et connaissance et inspiration. Enfin, encore aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, donc c'est pas pour rien. Mais ouais, je me suis centré dessus et je me souviens très bien, je me suis listé toutes les inspirations que j'avais et en fait, toutes ces personnes étaient vidéastes, slash youtubeurs, slash créateurs de contenu, appelez ça comme vous voulez, mais ouais, il y avait un truc à faire là-dedans, quoi. C'était qui Donc en fait, comment? C'était qui que tu suivais dans les noms des gens où tu étais là, ah ouais, c'est trop bien. Pas mal de YouTube US, je sais pas si ça va vous parler, mais des Matt Diavela, Peter McKinnon, Mathieu Apoya. En France, il y avait toute la sphère vidéaste, euh, Maxime de Pileface, des Flora Battesti, euh, ouais, des gens que je côtoie aujourd'hui, donc c'est très bizarre, mais ouais, je pense qu'on a toutes et tous des presque des rôles modèles sur les réseaux où on se dit ah ouais, j'aimerais bien m'inspirer de son business, j'aimerais bien m'inspirer de son branding, voilà. Et je pense que j'ai fait la liste de tout ça et en fait très vite tu te dis ok, vidéaste, youtubeur, c'est un peu le call, quoi. Donc je me suis lancé là-dedans euh, et pour faire des bonnes vidéos YouTube, je me suis dit il faut que je me forme à la vidéo, donc je vais devenir vidéaste freelance et ça c'est parti comme ça, hein. Tu as une anecdote sur un livre de Live Mentor? Grave. Ça, c'est très drôle. Je crois que je l'ai là en plus parce que j'en ai parlé à Léa qui est ici, mais attends, je sais Pour pas ceux si qui je ne connaissent vais. pas, Live Mentor, c'est des formations en ligne pour les gens qui veulent se former au freelancing. Ouais, c'est ce lieu. Et en fait, je sais pas s'il y en a qui le connaissent. Et en fait, j'allais vraiment pas bien déjà avant de trouver mon dernier CDI. Et en fait, j'ai encore le ticket de caisse. Je sais pas si vous allez voir. Ça, ouais. Ouais, il y Et a en la mise fait, au point. et Ah oui. il date Mais de 2020, quoi. Donc ça, c'est avant même que je signe mon premier CDI. Et en fait, c'est ma copine à l'époque et ma femme aujourd'hui qui m'a acheté ça par hasard, quoi. par Donc en fait, hasard, c'est ma première source entrepreneuriat. Et en fait, ça part de là, quoi. Ça part juste c'est écrit quoi, Anaïs, qui est ma femme, du coup. Elle était juste happée par le truc de 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous. Et voilà. En fait, j'ai commencé à lire ça. C'était mon premier bouquin business. À côté de ça, je signe mon CDI parce que faut rentrer dans une case, encore une fois, mais ça plante des graines, quoi. Et petit à petit, tu apprends qu'il y a un chemin alternatif à côté du salariat qui est l'indépendance, le freelancing, qui a plein d'inconvénients et je pense qu'on peut en parler, Steph, tu es bien placé pour ça, mais qui est autre chose que ce qu'on t'a mis dans la tête depuis tout petit, quoi. Et ça a commencé comme ça. Voilà l'anecdote. raconter que même avant de te lancer, tu avais commencé à sortir ta caméra, à faire des plans, enfin, tu avais ce besoin de créativité. Moi, ce que j'adore, c'est que dans nos métiers, enfin voilà, nous on fait des images inanimées, toi c'est animé, mais ça reste de la créativité à Bien l'état sûr, bien brut. sûr. Tu as ce besoin-là.
tu parlais du podcast, donc il y a les histoires, mais il y a les images. Tu m'avais montré, tu m'avais parlé d'un voyage que tu avais fait, qui avait servi de prétexte pour commencer à faire tes premiers plans. Ah mais on s'est dit trop de trucs, Steph, c'est fou ça. Mais ouais, carrément, en fait, je me rappelle qu'en 2020, j'avais déjà sorti mon iPhone, acheté un stabilisateur pour faire des plans de la Grèce avec un voyage, enfin, pendant un voyage. J'avais sorti un podcast effectivement sur une passion qui m'animait, qui était la basket, donc les sneakers qu'on met au pied, quoi. Mais ouais, il y avait toujours ce truc de créer des choses de toutes pièces, et je pense que toutes les personnes ici savent de quoi je parle, mais ouais, ce flow créatif dans lequel on est quand, je sais pas, vous dessinez, vous êtes sur Photoshop ou peu importe le logiciel et que vous regardez pas l'heure et que vous levez la tête, il y a 8 heures qui sont passées. En fait, c'est ça qui me manquait dans mon taf. C'est vraiment ça. C'est cet état de flow qui rend fondamentalement heureux. Et je sais pas pourquoi je suis allé là-dessus, mais c'est ça qui me manquait et c'est ça que j'ai aujourd'hui, quoi. Ça parle à beaucoup d'entre nous, ça. C'est, après avoir quitté le salariat, ce truc où, ouais, où tu vois pas passer les heures parce que tu es aligné avec ce que tu fais. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu as, alors avant de commencer à créer ta chaîne YouTube, tu as rejoint une communauté d'entrepreneurs, si je remets les choses dans Oui. l'ordre. Ou à ce moment-là, tu faisais ton podcast et tu raisonnais à: «Est-ce que je me lance dans la vidéo ou pas?» Tu étais en train de Ouais, c'est marrant, c'est marrant comme je remets les Lego en place dans ma tête là. Mais ouais, j'ai eu «la chance» entre guillemets, je sais pas comment ça se fait, mais, je me suis entouré d'entrepreneurs avant d'entreprendre et avec Steph, en fait, on faisait partie de la même, communauté en ligne qui était le cercle des créateurs et en fait, ouais, qui s'appelle c'est la là que Lé j'ai compris qui s'appelle l'Anti-Business Club maintenant, dans lequel je suis mentor aujourd'hui et hem et ouais, c'est marrant comme, je me rappelle avoir des discussions entre, je sais pas moi, je parlais avec, Mathilde qui était illustratrice, je parlais avec Denis qui était graphiste et je me dis: «Mais en fait, c'est-à-dire que tu pas de patron quoi, tu pas de supérieur? Ah, tu fais 80 000 € de chiffre d'affaires l'année, c'est-à-dire? Explique-moi comment ça fonctionne?» Moi, j'étais vraiment comme ça, je me dis: «Mais attends, mais comment ça se fait?» Et j'avais aucune connaissance du freelancing, vraiment, j'étais un bébé quoi. Et quand tu discutes avec des gens et qu'ils t'expliquent comment ils vivent, certes qu'ils te partagent leurs déboires aussi, hein, c'est pas tout rose, attention. Et bah, tu arrives à un moment dans ta vie où tu dis: «OK, quelle contrainte je choisis?» Est-ce que c'est, l'insécurité financière, liée à l'indépendance? Est-ce que c'est, l'autorité de mon boss que je supporte plus? Ouais, tu arrives à ouais, vraiment le cliché de, tu 2 chemins, quoi. Et je pense que c'est une question de personnalité. Je pense qu'il y a des gens pour qui la sécurité financière est hyper importante, donc vont rester dans le salariat et c'est OK. Il y a des gens pour qui, l'épanouissement personnel est une priorité et c'est mon cas. Donc me voilà aujourd'hui. Ça résonne avec une phrase que je sors souvent, c'est, être freelance, c'est choisir ses emmerdes. Ouais, carrément. Moins d'emmerdes, loin de là, tu en as peut-être, presque plus, mais tu les choisis. Ouais, tu les choisis et je crois que j'apprends à les aimer aussi. On parle beaucoup, notamment depuis cette année, on parle beaucoup, argent et pilotage d'entreprise avec Steph et et en fait, il y a plein de soucis évidemment, qu'on peut imaginer quand on est indépendant. Mais je crois que c'est beaucoup lié à des choses très internes, des histoires qu'on se raconte dans notre tête et cetera et je sais qu'avec, Steph, on a énormément travaillé notre relation à l'argent et elle m'a beaucoup aidé là-dedans. Heu, parler à Steph, genre ça peut changer notre vie par rapport à ça. Hem, mais aujourd'hui, ouais, je suis beaucoup plus serein par rapport à ça, ouais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un accélérateur de, je sais pas, de développement personnel slash, un côté humain, quoi. Genre, tu un meilleur humain quand tu entreprends, je pense. Et ouais, ça fait 2 ans que je travaille cette relation à l'argent et maintenant ça va beaucoup mieux, quoi. Il y a 2 ans, c'était impossible de me dire: «Oh putain, je vais pas savoir combien je gagne le mois prochain». Maintenant, c'est fine. Évidemment, je sais, hein, attention, que ce que je gagne dans le mois prochain, mais ça se construit, quoi, une stabilité financière. Ça, c'est 2 sujets que j'aimerais bien qu'on creuse un peu plus tard. Carrément. Vraiment important, c'est la relation à l'argent et le développement personnel qui sont aussi, un de tes fils conducteurs et je trouve que tu as des réflexions tellement pertinentes là-dessus. Hem, donc tu t'entoures d'entrepreneurs, tu Ouais. réalises
que pour toi, c'est la vidéo. Il y a ta passion pour YouTube qui fait que c'est une évidence pour toi de faire tes premières vidéos. Et tu te dis, je vais documenter mon parcours. C'est là où tu commences à raconter tes premières histoires. Est-ce que tu l'as fait en ayant conscience que tu avais déjà des facilités sur le storytelling, ou c'est en faisant et en voyant la réaction des gens qui étaient happés par ce que tu racontais que tu as découvert que tu avais ce truc-là? C'est une bonne question. Je crois que l'énergie première, c'est un truc très égoïste, presque thérapeutique, où j'ai des trucs à dire et un truc très artistique, quoi. Moi, j'oppose beaucoup l'artiste et l'entrepreneur. En fait, l'artiste, il a juste un message qui le traverse et il a juste besoin qu'il existe dehors, quoi. Et l'entrepreneur, il va penser à comment il est distribué. Est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que ça va fonctionner? L'artiste, il s'en fiche. Et ben, je pense que l'élan était très artistique, il était très thérapeutique. Et donc, ouais, j'allumais la caméra, j'écrivais un texte, let's go, quoi, on parle à la caméra, on va voir comment ça résonne. Et évidemment qu'au début, je faisais pas de vues. Genre, j'étais à 40 vues et c'était OK. Et quand tu te prêtes au jeu, bah forcément, tu regardes les vidéos YouTube qui fonctionnent, tu comprends les règles du jeu. Et il y a forcément cette idée de storytelling qui est cet art de raconter des histoires. Pourquoi? Parce que YouTube est une plateforme de distribution et pas de création, comme on a tendance à croire. Et donc, en fait, l'enjeu de YouTube derrière, c'est de vendre un espace publicitaire à des annonceurs. Et donc, il y a un truc qui est très important, c'est la rétention. Et donc, la rétention, comment tu la maximises? Bah, tu racontes de meilleures histoires. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au storytelling. J'ai lu des trucs, j'ai commencé à analyser les vidéos, mes vidéos préférées, etc. Et j'essaie de comprendre comment fonctionne un arc narratif, comment on peut toucher les gens, comment on peut apporter de la clarté dans notre message. Et toutes ces choses-là m'ont vraiment obsédé, mais genre, vraiment. Et je renoue avec ça, là. Au moment même où je vous parle, c'est que je redeviens obsédé par le storytelling. C'est un truc qui vient et qui va, hein. Euh, mais ouais, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui accroche l'attention, qu'est-ce qui touche les gens. Et tout ça fait que, bah, ouais, tu trouves de l'aisance. C'est pas que. Je pense que j'étais. Ouais, ça fait un peu égo trip de dire ça, mais je pense que j'étais fait pour ça. Et je le savais pas. Et il a fallu que je sois obsédé par ça et que je, je nage dans le grand bain, quoi, pour le découvrir. Sinon, j'aurais jamais su. Vraiment, genre le storytelling, il y a 2-3 ans, je savais pas ce que c'était, quoi. Il y a la polygraphe qui a une question. Ouais. Euh, J'avoue que je lis pas trop le chat, sorry. Mais tu fais c'est le. moi. Non, mais c'est moi qui le suis, c'est mon Ouais, rôle. t'es T'inquiète. là pour ça, Steph, vas-y. Je suis là pour que chacun puisse prendre la parole. Est-ce que tu veux bien poser ta question? Coucou tout le monde, je suis en train de faire les grands yeux parce que je savais pas que j'avais posé une question, mais si. Non, c'est que vous étiez sur la relation à l'argent, donc la question traîne et il y a que ça. Je demandais si vous aviez des pistes sur lesquelles se lancer. Je reviens en arrière donc. Votre relation à l'argent, c'est ça? Le storytelling, c'était très bien aussi, hein. Alors, la relation à l'argent, c'est un des sujets qu'on va aborder après parce que je trouve que c'est un très gros sujet et on a tellement eu d'échanges dessus avec Nico, on a chacun des points de vue dessus. Je trouvais que c'était intéressant d'aborder ça, mais ça va être juste après. N'hésitez pas, comme je le disais, quand vous avez des questions, vous faites signe dans le chat et je vous donne la parole. Il ne faut pas hésiter parce que moi, je peux poser des questions à Nico pendant des heures et des heures. J'essaie juste de dérouler le fil pour qu'on ait tous les blocs hyper intéressants. Parce que là, on est au moment où du coup, tu découvres que tu as des facilités pour le storytelling, que tu te prends de passion pour ça. Moi, ce que je comprends, c'est que tu as aussi appris en faisant. Je vois beaucoup de freelances qui du coup ont tellement peur, ils sont paralysés, ils prennent du temps à prendre des décisions pour se dire, il faut que je prenne la meilleure décision possible pour lancer une action qui soit top. En fait, toi, dès le départ, tu t'es dit, mes vidéos, elles vont pas être parfaites, mais je vais en faire une. Et au début, j'aurai 40 vues, donc on s'en fout, et je vais en faire une autre. Et c'est en faisant que je vais m'améliorer. Si je me souviens bien, ta démarche au départ, c'était ça, parce que de toute façon, tu t'affichais pas en tant qu'expert, tu t'affichais en tant que personne en reconversion professionnelle qui documente son parcours avec toute la sincérité qui te caractérise et qui du coup n'a choqué personne. Souvent les freelances qui sont là, ah bah oui, mais si je montre que j'ai pas 5 ans d'expérience et tout ça, ça va être compliqué. Une de tes forces, ça a été d'assumer complètement tout ça et du coup de pouvoir afficher ta progression de vidéo en vidéo. Est-ce que Ouais, tu es avec ça? ouais, c'est exactement ça. Je sais pas si tu veux, à quel point tu veux que je rebondisse, mais ouais, ça, tu veux que je développe un peu? Si tu as envie de développer,
Ouais, ça me fait penser à un truc. Je suis en train de lire pas mal à ce sujet en ce moment. Je crois on part du principe qu'on est toutes et tous créatifs. On va utiliser le féminin en fait. Il y a que des Ouais. nanas ici, je crois. J'ai pas fait attention, mais on est toutes des personnes créatives. Et je crois que notre malédiction, c'est l'écart qu'il y a entre notre goût, genre ce qu'on voit et ce qu'on aime, et nos skills, quoi, nos compétences. Et quand on crée un truc, on est toujours là en mode, purée, c'est pas assez bien. Sauf que ce goût-là, c'est notre atout premier, quoi. On serait pas là sinon. On serait pas en train de. On a une capacité à apprécier les belles choses. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est difficile à dompter, quoi. Quand tu commences ton craft et que forcément ça te plaît pas, il va faut avoir la rigueur et la discipline de se dire, OK, ça sera mieux dans 10 itérations ou dans 100 itérations. Et, et peu importe ce que vous créez, je pense euh, que vous soyez photographe, un G pédagogique ou graphiste, votre envie profonde, c'est pas d'être une commodité, quoi. C'est pas d'être une graphiste parmi tant d'autres. C'est de sortir du lot. Et pour sortir du lot, faut accepter que faut faire des choses différemment. Et pour faire des choses différemment, faut faire des projets qui sortent un peu du lot. Et si c'est pas parfait, ce sera parfait dans X itérations, quoi. Et ouais, moi ça me parle beaucoup. C'est un peu un mindset que j'aimerais retrouver, tu vois, après 2 ans. Ce truc de mieux vaut fait que parfait. C'est un des sujets qu'on avait abordé il y a quelque temps. Là, si on suit le cheminement, donc tu as fait plusieurs vidéos, passage à l'action. Au départ, pas trop de vues, mais tu améliores à chaque fois et tu as beaucoup analysé. Et tu as abordé une notion tout à l'heure que je trouve super importante quand tu parlais de l'entrepreneur, du stratège et de l'artiste. C'est-à-dire que tu as rapidement compris que tu avais ces deux casquettes-là qui n'étaient pas contradictoires, mais qui devaient marcher main dans la main, et que pour faire fonctionner ton activité, tu devais à un moment adopter cette casquette d'artiste et lui accorder toute sa place et accorder le cadre où tu puisses t'exprimer et avoir le stratège qui fasse que c'est une activité qui doit être rémunératrice et comment est-ce qu'on gère ça? On arrive du coup en novembre 2021, je crois, quelque chose comme ça, où en analysant tout ce qui se fait, tu vois qu'il y a une énorme vague de discussions sur les réseaux à propos de Notion, qui est Ah un oui, outil, 2022 du coup. voilà, qui est un outil que Ouais. tu utilises et tu te dis: «Tiens, vu qu'on parle beaucoup, beaucoup de ça, c'est peut-être un sujet qui est porteur sur YouTube. Comment est-ce que je peux en créer une opportunité?» Raconter mon utilisation de Notion en utilisant cette vague-là. C'est ce que moi j'ai compris d'un point de vue extérieur. Tu vas me dire si je me trompe. Tu fais un script avec un storytelling et un arc narratif que je trouve hyper intéressant. Et là, boum, tu franchis un Ouais, palier de dingue. première vidéo qui pète, ouais. Euh, je crois que de base, c'est vraiment un truc très égoïste encore. Parce que j'étais en train d'explorer le sujet du second cerveau. Je sais pas si ça parle à certaines personnes ici. Est-ce que tu Le peux second... expliquer le principe? Comment? Est-ce que tu peux expliquer le principe? Je suis pas sûre. Ouais, carrément. Le second cerveau, globalement, c'est une mémoire numérique. C'est une mémoire numérique, c'est un concept qui est apparu ces dernières années parce qu'on a trop d'informations, quoi, qui nous arrivent. Et que pour trier ces informations et pour pas les oublier surtout, il peut être recommandé de créer son second cerveau. Donc, c'est un logiciel le plus souvent, la plupart du temps, mais ça peut être aussi des flashcards qu'on range de façon très organisée. L'idée, c'est de pouvoir noter des choses et de les retrouver facilement. Donc, ça peut être Obsidian, ça peut être Notion, ça peut être Evernote, ça peut être un carnet. Mais l'idée, voilà, c'est de vider son cerveau un peu comme la pancine là, de Dumbledore dans Harry Potter, hein, et de garder ça ailleurs, quoi. Il y Et a un de plus système faire confiance. d'organisation pour lier toutes les idées les unes aux autres, en fait. Ouais, et ça t'es pas obligé en fait. Il y a des seconds cerveaux qui sont très alphabétiques, quoi, une liste, et c'est OK. Mais moi, j'aime bien effectivement créer des ponts entre toutes mes notes, parce que c'est comme ça que je crée. On pourra en parler après s'il faut. Mais ouais, le second cerveau, voilà, c'est ça, c'est ce truc de gestion de connaissances, parce que c'est une discipline qui se développe de plus en plus. Et j'ai juste exploré ça, moi, en fait. J'ai lu un bouquin, j'ai lu des articles de blog, j'ai regardé des vidéos YouTube. Et en fait, l'idée, c'était juste de documenter, encore une fois, ce sujet et mon expérience à ce sujet.
de prendre ma casquette d'explorateur, prendre ma machette là, et avancer dans la jungle et raconter un peu tout ça, quoi. L'arc narratif, c'était juste une façon d'appliquer ce que je voyais sur les autres vidéos. Et en fait, de façon très basique, je sais pas à quel point vous êtes renseigné sur le storytelling, mais il y a un truc qui s'appelle le voyage du héros, qui est un arc narratif très connu, qui est utilisé dans tous les contes pour enfants jusqu'au Seigneur des Anneaux, quoi. Tu peux nous expliquer? Ouais, le voyage du héros ou de l'héroïne, c'est un arc narratif très simple qui part d'une situation A. En fait, en storytelling, il y a toujours une situation A qui est l'exposition et une situation B qui est la résolution. Et en fait, entre les deux, il va y avoir des conflits, des montées ou des baisses de tension qui vont raconter des histoires. Et c'est ça, en fait, que l'humain aime, c'est cette tension, c'est ce changement de tension. Et un des modèles les plus connus, c'est le voyage du héros, qui est, on incarne un héros, ou le personnage incarne un héros. Il arrive dans une situation A, voilà, elle est décrite, c'est l'exposition. Et en fait, il y a tout un schéma. Il passe par des étapes il quitte son village, il va être appelé par l'aventure, il rencontre un méchant contre lequel il va poser un genou à terre, il va perdre, mais il faut vraiment qu'il arrive à battre ce méchant. Donc, il va rencontrer un guide. Ce guide va lui apprendre des choses. Il va revenir contre le méchant, il va battre le méchant. Et juste avant de battre le méchant, il va toucher le fond, c'est des abysses. Je ne l'ai pas en tête, mais vous avez l'idée. Et une fois qu'il bat le méchant, il revient dans son village comme étant une nouvelle personne, quoi. Dit comme ça fait très épique, ça fait très Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, mais ça s'applique à tous les supports. Et je pense que ça peut être un joli challenge d'ailleurs d'appliquer ça sur des images. Mais voilà, ça s'applique sur tout, et je l'ai appliqué sur le sujet le plus, j'allais dire le plus chiant. C'est pas chiant du tout, mais ça, de prime abord, ça peut paraître chiant, qui est le second cerveau, parce que concrètement, c'est juste prendre des notes dans un logiciel, quoi. Et forcément, il s'avère que ça a bien fonctionné. La vidéo est top. Même aujourd'hui, je trouve qu'elle est folle. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'était trop bien. Et voilà, c'est la première fois que j'ai une vidéo qui pop. Pour parler chiffres, je sais plus, elle a dû faire 40 000 vues en 2-3 jours. Et puis après, aujourd'hui, je sais même plus, je regarde même plus, mais elle doit être à plus de 150 000. Et ouais, ça m'a amené plein d'abonnés, ça vous permet de gagner en visibilité comme jamais, quoi. Voilà. Tu avais identifié le fait que l'idée, c'était d'avoir un lien et de remplir une newsletter. Même pas, j'avais pas de newsletter, moi, à cette époque. Tu n'avais pas commencé? Non, en fait, cette vidéo, elle a popé en août 2022, donc 3 mois après que je me suis lancé. En octobre, il y a une autre vidéo qui pète, et c'est là où je lance ma newsletter. Ok, d'accord. Tu vois, j'avais loupé cette étape. Ouais, moi, je le débutais, j'avais pas du tout cette casquette entrepreneur, je savais pas à quoi ça servait une newsletter, quoi, à cette époque. Et si je me souviens bien, quand on est à cette époque-là, ton objectif, c'était d'avoir des missions de vidéaste et d'avoir aussi une rentrée d'argent via YouTube. Tu commences à avoir quelques missions jusqu'à un moment où tu as un dilemme. On te propose un devis, enfin une mission pour un devis, je crois, de 8 000 € et quelques. Ouais. Donc, a priori, c'était ce que tu cherchais parce que, si je me souviens bien, quand tu t'es lancé, tu avais Pôle emploi pour quelque temps. Mmh. Mais l'idée, c'était de commencer à faire du chiffre. Ouais. Et donc, pour un freelance qui commence, quand on lui dit: «Eh oh, j'ai besoin de toi, budget 8 000 €», a priori, c'est top. Ouais, et en plus, il y avait tout qui était aligné, quoi. C'était un petit lycée à côté de chez moi, la dame était trop sympa, l'idée, c'était de créer du contenu pour leur section alternance, globalement, tout était parfait, quoi. Mais il s'avère que, je sais pas, il y avait une sorte d'intuition où ouais, je sentais que j'allais pas m'épanouir là-dedans. Et en fait, il y a ce moment-là où je me dis: «Putain, c'est quand même 8 000 balles, j'en ai besoin, mais est-ce que je fais ma fine bouche? Est-ce que j'accepte, mais à contre-cœur? Mais en même temps, ça va m'apprendre plein de choses. Mais en même temps, je vois pas». C'était une mission de 10 mois, donc autant ça a duré une semaine, OK, mais
Ouais, l'idée, c'était d'avoir 1 000 € par mois de façon très simple, quoi. Donc, ouais, je me suis vraiment, j'étais à ça d'accepter, quoi. Et puis, j'en ai parlé à Steph. Business friend, on vous dit. J'en ai parlé à Steph et forcément, je sais pas à quel point les personnes ici te connaissent, Steph, mais sur ces sujets-là, je te trouve assez pragmatique, terre à terre et J'ai fait la tu rabat-joie, tu peux le dire, hein. Je t'ai pété ton ouais, ouais, mais en fait, tu es très, pas rentre dedans, mais en fait, A plus B, genre, il y a pas d'émotionnel dans ce genre de dilemme. Hem Et du coup, on a fait une sorte de jeu de rôle où elle a joué la personne relou au téléphone, on s'est appelés, parce et que en tu as fait, on a pris la décision de dire non. En fait, il y a déjà eu le moment de: «Est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas?» oui, c'est ça. Et enfin, au fond de moi, je savais qu'il fallait pas accepter, mais pour une raison que j'ignorais, en fait. C'est ça le truc. C'est C'est après. des fois, on fait des choix, on sait pas trop pourquoi. C'est juste on fait. Et mais après, il y avait le moment effectivement où il fallait annoncer la nouvelle à la personne avec qui je discutais parce qu'elle était vraiment trop sympa. On avait avancé sur les devis et cetera. Il y avait tout. Et après, 2-3 semaines, je crois, non, 2 semaines de négo, bah, en fait, Sophie, je me rappelle, elle s'appelait Sophie. «Sophie, je suis désolé, on va pas pouvoir continuer ensemble», et tu sais, je me rappelle, je me suis même pas justifié. Elle a fait: «Ah d'accord», et gros blanc pendant 10 secondes. Genre, je crois que l'un attendait que l'autre parle et puis voilà, ça s'est fini comme ça. Parce qu'on Et l'avait répété ensemble, tu étais en train de lui dire bien non et sûr. ça me permet d'insister là-dessus parce qu'on est nombreux, déjà à se dire: «Est-ce que c'est bien de refuser un projet ou pas?» Et on verra juste après pourquoi, c'est une des meilleures décisions que tu as prises à ce moment-là, je crois. Mmh mh. Et après, on nous apprend jamais à dire non. C'est-à-dire que nous, dès tout petits, encore plus pour les meufs, c'est, sois gentil, dis oui, quoi. Et donc dire non à quelqu'un, pour nous, on a souvent l'impression qu'on va décevoir ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, quand c'est bien amené, ça ça passe. Ouais, je crois qu'il y a un truc aussi, déjà apprendre à dire non, c'est sûr que c'est en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'humain, en fait, c'est une qualité de ouf, quoi. Savoir dire non, aussi bien, le faire, mais mettre la forme, hem, c'est trop important. Donc ouais, je peux que vous conseiller, d'apprendre à dire non. Et là où, j'ai trouvé que le déroulé était top, c'est que quand on a échangé là-dessus, hem, en fait, tu t'étais rendu compte qu'entre le temps que tu y passais et ce que ça allait être payé, c'était pas dingue non plus, Mmh. et que si tu parlais de ta vie rêvée de vidéaste, c'était pas vers ça que tu voulais aller. Sachant que tu avais encore un peu de Pôle emploi, en fait, c'était ta peur de manquer et cette relation à l'argent qui faisait que c'était: «Je vais prendre ce qui se présente». Moi, je me suis retrouvée, en fait, dans des erreurs que j'ai pu faire où je dis toujours qu'au lieu de préparer le succès, j'anticipais l'échec. Donc: «Ah bah non, mais on va prendre ça, on sait jamais». Mais on sait jamais, au lieu d'essayer de se faire un petit peu confiance. Alors je dis pas que c'est facile, hein, pas du tout, mais du coup, tu as senti que c'était pas ce vers quoi tu voulais aller, tu dis non, et 2 semaines après, il y a Kylian, donc Kylian qui est le créateur de la communauté du cercle des créateurs, qui est maintenant Anti-Business Club, qui t'appelle. Ouais, il m'appelle pour un projet assez fou. Il me dit: «Ouais Nico», donc lui, il est à la tête du Défibrick. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers ou familières avec ça. Hem, le Défibrick, c'est juste un challenge en ligne qui est de, publier pendant 30 jours, hem, avec des compères, quoi. Burbrick on Fire, Thomas est partout, c'est terrible. Il est partout ce boy. Hem Et ouais, c'est exactement ça. C'est, publié en ligne, de façon régulière et avec, l'émulsion du groupe, avec, des conseils bien avisés et cetera. C'est trop bien, quoi. L'expérience en ligne est top. Et en 2023, salut Marco, et bah, en 2023, ils décident de poursuivre l'aventure, non pas en ligne, mais en physique, et donc ils prennent un van pour faire 10 conférences dans 10 villes différentes en 10 jours. Et forcément, Kylian me raconte ça pas pour rien, mais il me dit: «Ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire un documentaire, pour un peu documenter, ça quoi, cette folle aventure», et il me choisit moi. Et en fait, pourquoi on vous parle de ça avec Steph? Parce qu'il faut bien faire le pont, c'est que j'aurais jamais pu dire oui à ce projet de cœur et de rêve, et en plus, c'était pas trop mal rémunéré, quoi, hem, si j'avais accepté cette première mission à grosso modo 1 000 € par mois, quoi.
Je sais pas quelle leçon on peut tirer de ça, Steph. Je te laisse formuler, mais ouais, moi, ça m'a vraiment appris à suivre mes tripes, quoi. Et surtout sur ma vision du métier idéal que je me projette de faire, quoi. Et que, en fait, être drivé par la peur de manquer, c'est jamais très, très bon. Ça ferme des portes plus que ça en ouvre. Je sais pas si ça résonne avec d'autres gens. À ce moment-là, tu as changé aussi d'optique et là, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions dans le chat, franchement, n'hésitez pas, surtout ce sujet de l'argent que je trouve hyper intéressant. C'est qu'en fait, quand tu as commencé, si je me souviens bien, tu avais une vision liée au salariat sur combien je vais rentrer par mois. Et en fait, quand tu as commencé à raisonner sur le fait de dire non à cette mission, de prendre celle-là, et quand tu as commencé à éloigner un peu cette peur-là, parce que les émotions sont jamais bonnes pour prendre des décisions, tu as pris de la distance en comprenant que c'était mieux de raisonner à l'année. Tu peux plus raisonner par mois quand tu es freelance. Et du coup, là, tu as raisonné à l'année, tu as une vision à l'année de ce que tu avais de Pôle emploi. Tu savais, dans le pire des cas, combien de temps à peu près il faudrait pour retrouver un boulot à mi-temps pour te soutenir. Et du coup, tu avais une vision du temps que tu pouvais t'accorder pour mettre en place exactement ce que tu voulais. Et c'est exactement, j'ai l'impression d'avoir senti cette bascule chez toi quand tu as dit non pour le premier projet et que Kylian t'a contacté et tout était fait pour toi. Le docu, où en fait, il t'a demandé en plus de mettre ta patte, que ce soit toi qui raconte l'histoire, du coup, avec ta puissance du storytelling. Mais c'est dingue comment les choses se sont alignées, quoi. Ouais, franchement, c'est vraiment. Je sais pas à quel point je suis chanceux ou à quel point ça se provoque, tu vois, mais il y a un truc un peu. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, dans ce truc de manifester les choses et tout, mais ouais, il y a un truc où quand tu tu fais les choses pour les bonnes raisons, je sais pas, il y a un truc d'alignement qui se met en place. Je saurais pas expliquer, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc de, de loi de l'attraction, j'en sais rien là, mais euh, ouais, faut se faire confiance, quoi. Je pense que, encore une fois, on n'a pas envie d'être des commodités. On serait pas en live en train de discuter entrepreneuriat sinon là ensemble. On n'a pas envie d'être une graphiste parmi tant d'autres, un vidéaste parmi tant d'autres. Euh, on a une vision de notre succès et ouais, faut la suivre, quoi. Faut avoir le courage de suivre ça et à un moment, ça paye, quoi. Qu'est-ce que ça vous évoque, tous, cette relation à l'argent, prise de décision et tout ça? Parce qu'il y en a qui ont peur de manquer ici. Moi, je trouve que ça peut être un gros frein une fois qu'on focalise sur sur l'aspect financier. En fait, ça met vraiment, ça met des gros bâtons dans les roues et il faut arriver je pense, à cadrer tout ça pour, surtout dans la partie créative, encore plus. Et c'est un exercice qui est pas facile, mais qui est indispensable parce que sinon on se tire 2 balles dans le pied. Donc, Ouais, et puis je vous parle de ça, en fait. Attention, il faut mettre dans le contexte. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit, il y a plein de paramètres à prendre en cause. Et le message, c'est surtout pas de se dire, ouais, je suis ma vision et j'y vais à fond, quoi. non, mais il faut y croire. Il faut pas lâcher quand même, quoi. Ouais, exactement. Je crois que c'est ça Voilà, il va tout lâcher bêtement, mais il faut, il faut une part aussi de confiance et de croyance pour enrichir tout ça aussi. Parce que sinon, j'ai testé et je trouve que il faut s'accrocher quand même à ses rêves. Il y a une espèce de cercle vertueux quand même. Ouais, et t'as trouvé le mot. Enfin, c'est juste ça, faut pas lâcher, quoi. Parce qu'il y a des moments où effectivement, il faut savoir rentrer du cash, retrouver un peu d'oxygène parce que ça reste une énergie pour avancer et après on repart de plus belle. Moi, rien que cette année, j'ai mis la création de côté pour accentuer sur le freelance, pour faire rentrer du cash. Mais cette vision de votre succès là, et je sais à quel point il y en a qui osent pas l'assumer, etc. Mais ouais, faut la suivre cette vision. C'est jamais très évident. Steph, tu veux rebondir? Ouais, j'essaie de me mettre en retrait parce que je trouve ça hyper intéressant, ce que tout le monde, les retours de chacun.
Ouais, j'entends, ça fait trop de bien d'écouter Nicolas pour cette rentrée. Oh, c'est gentil, merci Hello. Ben, voilà, le naturel que vous voyez chez Nico, c'est ce qui ressortait à chaque fois dans les vidéos YouTube et qui, moi, sur le coup, m'a beaucoup touchée. Et en plus, c'est une façon de t'exprimer qui est hyper fine, donc ça aide. Et tu as une façon de partager tes réflexions ou comment dire, voilà, c'est à la fois modéré, assumé dans le sens où tout le monde est différent. Et ce que tu expliques à chaque fois, c'est ton retour. Et en fait, quand dans tes vidéos, tu disais que c'était ta thérapie au départ de faire ça. Et au bout de quelques temps, tu t'es mis à faire le point sur comment tu te sentais. Je crois qu'au bout de 6 mois de montagne russe entrepreneuriale, tu avais fait une vidéo là-dessus où tu expliquais qu'au niveau du mindset, c'était pas toujours simple. T'expliquer l'importance de prendre soin de soi parce qu'avec le burn-out que tu as vécu, tu avais aussi bien conscience de ça. Et il y a un moment où dans tes vidéos, tu parlais de développement personnel d'une façon qui personnellement me touchait parce que pendant longtemps, j'ai une vision du développement personnel où c'était un peu on se regarde le nombril et tout ça. Et pour moi, c'était des choses un peu trop exagérées. Et t'en parles dans des termes, je trouve, doux et plein de bienveillance dans le sens où tu exprimes tes pensées et ton parcours et comment l'entrepreneuriat contribue à ton bien-être. Et ça, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un outil très puissant pour se connaître et trouver le meilleur équilibre qui soit dans sa vie. Mais j'aimerais bien que tu nous donnes ton point de vue là-dessus après. Et, Ouais. et du coup, tu partages voilà, tes réflexions, toutes les réflexions que t'amène l'entrepreneuriat, dont dev perso. C'est ça. J'ai pas compris, tu as une question ou? Ouais, si tu peux nous dire ce que tu penses de l'entrepreneuriat comme, Ok. comme outil Ok. au service de sa propre vie et pas l'inverse. En fait, l'entrepreneuriat te met face à toi-même dans le sens où c'est fou comme je ramène tout à l'argent, mais je crois que l'argent est le meilleur des miroirs aussi. Euh, ouais, tu réalises que l'entrepreneuriat, c'est la liberté, mais dans tous les sens du terme, quoi. Il y a personne pour te dire quoi faire, ça, et il y a personne pour te dire comment y arriver aussi. Et, et ouais, il y a une sorte d'accélérateur de développement personnel. Moi, j'aime bien cette image où effectivement, quand tu avances dans la vie et que tu es salarié, que tu as ton train-train, effectivement, tu apprends plein de choses. Et la vie t'apprend plein de choses. Mais l'entrepreneuriat va bousculer toutes tes relations, les relations que tu as avec tes proches, avec le regard que tu as sur ton enfance. Parce que euh, comprendre d'où on vient va vraiment expliquer les comportements qu'on a face à nos clients, enfin, dans notre craft, dans l'entourage qu'on se crée, le réseau d'entrepreneurs qu'on peut se construire, etc. Donc ouais, moi j'ai peut-être du mal à mettre des mots là-dessus et dites-moi si je suis pas très clair. Mais ouais, je suis partisan je crois qu'on peut pas trop entreprendre sans faire de dev perso. Et encore une fois, je suis pas super fan de ce terme dev perso, mais il faut employer les termes qu'il faut. C'est juste ouais, se développer personnellement, quoi. Revenir à l'essence même de cette définition. Et effectivement, Anne-Charlotte le dit, rentrer, pas tout le temps non plus parce qu'on n'avance pas sinon, mais remettre en question un peu nos croyances, heu, prendre du recul sur nos comportements, hem, faire un état des lieux des relations qu'on entretient avec les gens. Tout ça là, bah, ça vient nourrir notre entreprise et notre épanouissement personnel. Donc c'est en ce sens que, ouais, j'ai du mal à enfin pour moi il y a le dev perso, quoi. La discipline, les livres que vous pouvez trouver et en fait, si on a une logique d'entonnoir, bah, il y a un étage où il y a écrit entrepreneuriat, quoi. Pour moi, c'est très, très, très lié. Alors que pour certains, entreprendre, c'est juste, trouver une solution à un problème, ouvrir une boîte, revendre la boîte, basta, quoi. Mais c'est pas du tout ma vision d'entrepreneuriat. J'adore quand tu parles de ça. Ça me résonne tellement. Je sais pas si pour vous ça résonne aussi, mais qu'en fait, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un bateau et si tu sais pas qui tu es, tu sais pas où tu vas emmener le bateau et c'est toi le capitaine, en fait. Et Ouais, clairement. et tu disais que tu as dû beaucoup travailler ta relation à l'argent. C'est vrai qu'entre ce que tu exprimais par rapport à l'argent il y a 2 ans et maintenant, bah, ça a complètement changé. Est-ce Mmh. que
tu serais capable d'analyser un peu ce que tu ressentais par rapport à l'argent, le travail que tu as fait sur toi, parce qu'il y a 2 ans, il y a une marge énorme. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, carrément. Là, on est obligé de repartir sur les origin stories là, de savoir dans quel cadre j'ai grandi finalement. Et en fait, je sais pas s'il y a tout le monde qui a l'image, mais je suis asiatique. Oh. Et en fait, mes parents font partie de la vague d'immigrés laotiens pour fuir la guerre. Ils sont arrivés en France à l'âge de 12, 13, 14 ans, je sais plus. Des ados, quoi, ils se connaissaient pas encore. Ils sont arrivés dans les années 70 et moi, je fais donc partie de la première génération de Français de parents laotiens. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que quand tu quittes ton pays, que tu dois tout reconstruire de zéro, toutes tes richesses, mais vraiment tout, forcément que tu développes des névroses par rapport à l'argent, quoi. Ce truc de manquer, ce truc de tout construire, voilà, de vraiment faire attention. Et ben, j'ai hérité ça de mes parents. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit par, on n'a jamais d'argent, dès qu'il y avait une sortie scolaire, c'est pour les riches, donc forcément, nous, on est une famille de pauvres, ça veut dire. Des choses assez violentes, hein, parce que des fois, je sais pas, maman t'explique qu'il y a pas de viande à midi parce que, ce mois-ci, c'est chaud, quoi. Voilà, des choses un peu, on se rend pas compte sur le moment, mais ça construit des choses, quoi. Hem, Ça explique aussi pourquoi le salariat et la sécurité financière est une valeur, mais c'est le graal, quoi, pour une famille asiatique. Donc, j'ai grandi là-dedans, quoi. Il y a un acronyme que j'aime bien dire sur le choix du métier qui est AMI, AMI, pour avocat, médecin, ingénieur. Et en gros, tu fais ce que tu veux tant que c'est AMI. Et donc, quand tu es ingénieur, tu chopes ton diplôme, tu touches ton 2005 par mois, là, forcément, tu es content, quoi. Tes parents, ils sont trop fiers, il y a la sécurité, le CDI, tout ça. Mais au fond de toi, les 2500, veulent rien dire, quoi. Il y a aucune valeur derrière. Certes, tu te fais plaisir, tu vas au resto, tu t'achètes ce que tu veux. J'ai acheté n'importe quoi. Heu, c'est pas pour autant j'ai l'impression de mettre plus de côté aujourd'hui qu'avant, quoi. Alors que ouais, il y a des mois où je gagne beaucoup moins. Il n'y avait pas eu de notion aussi de gestion de l'argent, en fait? Pas du tout, pas du tout. C'est des illettrés de la finance, mes parents. Et pourtant, ils étaient entrepreneurs et je les plains pas, loin de là. C'est des gens, il y a 40 ans, ils savaient pas parler français, donc forcément, je suis trop fier d'eux, ils ont réussi à fonder leur famille, leurs 3 enfants ont fait des études, enfin, il y a quand même de quoi être fier, quoi. Mais sur la question de l'argent, Tu n'as pas été éduqué à ça? c'était des gros boulets, quoi. Le temps passe, je touche ce 2000-2005 en tant qu'ingénieur là. Mais cette transition vers l'indépendance, bah, rebat toutes les cartes, quoi. Dans le sens où là, tu passes de de X euros à presque rien, si ce n'est rien. Moi, j'ai pas sorti de CA les 6 premiers mois de ma boîte. Donc heureusement qu'il y avait le chômage et forcément tout se réveille, quoi. La peur de manquer, il y a les verbatims clairement de tes parents qui te disent: «Ouais, ouais, faut faire attention à l'argent, faut pas trop dépenser, mais qu'est-ce que tu veux dépenser? Je gagne rien». Ouais, ouais, il y a plein de choses qui remontent Par rapport et à ta voilà. famille tu me dis, ils sont entrepreneurs. Alors, moi, j'entends souvent des gens qui me disent: «Je me sens Ah pas oui. compris parce que je suis entourée que de salariés». Mmh. Est-ce que le fait qu'ils soient entrepreneurs, tu as eu l'impression qu'ils comprenaient ta démarche ou quoi? Au niveau de l'entourage familial, ils ont vécu comment cette décision que tu as prise? Ah, le passage à l'entrepreneuriat? Ouais. Ah non, ils ont pas du tout compris. Hem, Parce que, en fait, ouais, dans leur vision, le Graal, c'est tellement le CDI, chose qu'ils n'ont jamais pu avoir parce que études, parce que, voilà, c'est réservé à une élite ou j'en sais rien et pour eux, l'entrepreneuriat, c'est l'artisanat, c'est le truc, on se débrouille avec nos petites mains et on essaie de faire des sous, quoi. Hem, ouais, alors que le salariat, c'est un truc très carré, très, tu t'épanouis parce que tu gagnes plein d'argent, tout ça. En fait, il y a une vision très, restrictive de l'entrepreneuriat, très, labeur, quoi. Il faut souffrir pour faire de l'argent. Alors on revient à l'étymologie de travail, c'est vraiment ça, quoi. L'entrepreneuriat, c'est le travail, le dur travail. Faut suer, faut pas compter ses heures pour gagner une bouchée de pain et donc ouais, dans ma famille, c'était un peu: «Mais Nico, pourquoi tu t'infliges ça, quoi? Tu as tout ce qu'il faut» et encore aujourd'hui, hein.
Encore aujourd'hui, on me dit, mais attends, on était ingénieur, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Donc ouais, je pense que dans l'inconscient collectif, un diplôme, c'est tellement le Graal, surtout en France, je trouve. Donc voilà. Si tu veux poursuivre, Steph, mais Bah, du coup, on a compris, voilà, la base que tu avais dans cette relation à l'argent. La crainte au début, ce réflexe, mais qu'on a presque tous. Enfin, moi, je connais personne qui l'a pas eu de dire «Ah, c'est 250 €, je vais prendre, c'est déjà ça». Sauf qu'au final, on y passe 3 jours et c'est du ouais. temps perdu et c'est pas un bon choix. Et jusqu'à ce moment où tu dis ben non, ce projet à 8 000 €, je sens pour plein de raisons émotionnelles et rationnelles que ça va pas être le bon choix. Je prends mon courage à 2 mains et je dis non. Tu sens que du coup, ce genre de décision te permet d'avoir ton premier docu. Heu, voilà, très, très belle victoire et en début d'année, on fait le point, tous les 2 et là, j'ai senti vraiment que tu avais, changé ta relation à l'argent quand tu m'as dit: «Moi, mon objectif cette année, Steph, c'est 50 000». Même plus, je crois. Tu sais que je suis à 46 là? On a toujours pas de points là, mais Le j'y suis gosse. presque là. Et tu avais Mais ta ouais, stratégie avec toujours le côté artiste et le côté stratège, où tu avais ton plan stratégique, avec, je fais ça. Tu as tout découpé en plan de à 90 jours et en fait, alors là, je reconnais l'ingénieur qui programme, qui analyse et qui passe à l'action. Mais ta relation à l'argent, enfin, il y a 2 ans, tu m'aurais jamais dit d'une façon aussi confiante. Enfin, comme quoi ça s'apprend, en fait. Il y a des gens qui disent, «Oui, mais moi, j'ai cette crainte-là et tout ça», mais enfin, en fait, en travaillant dessus, on peut tous, apprendre à évoluer, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des gens ici qui ont peut-être besoin d'être rassurés sur cette, bien possibilité sûr, de on veut tous faire de l'argent, mais je crois qu'on est très peu à regarder les comportements qu'on a envers l'argent. Est-ce que vous êtes plutôt dépensière? Est-ce que vous êtes plutôt écureuil? Est-ce que toutes ces choses-là, faut les déconstruire et expliquer pourquoi on est comme ça. et qu'est-ce que nos Et en parents fait, nous ont induit aussi. ouais, de ouf. Parce qu'on a une éducation, Moi, involontairement, mais on a vu comment ils ont fait, quoi. ouais. Et en fait, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Effectivement, vous pouvez lire, vous pouvez mais je crois que vous faites déjà quelque chose que personne ne fait, c'est de vous entourer. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que, vous avez envie, ouais, vous avez envie ou besoin, je sais pas à quel point, mais vous avez besoin de voir comment ça se passe dans la vie des autres pour un peu faire le miroir et pointer du doigt les trucs qui allaient pas trop dans votre éducation et ouais, désacraliser un peu vos parents, quoi. Je pense que ça part vraiment de là, la relation à l'argent. C'est juste de l'héritage, familial, hem et pour, discuter avec des gens qui sont pour le coup éduqués financièrement, mais waouh, tu te rends compte qu'en fait, je sais pas moi, 4, 5, 6 ans, on leur apprend ce qu'est une épargne, à 10 ans, ils savent déjà investir, enfin et en fait, l'argent, c'est ouais, c'est beaucoup d'éducation, quoi. C'est beaucoup d'éducation et quand on part de 0 à 26 ans comme moi j'avais fait, aujourd'hui j'en ai 29, et bah, faut tout déconstruire, quoi. Faut désacraliser un peu l'éducation parfaite, soi-disant parfaite de ses parents. Faut parler à d'autres gens, ouais, faut se donner les moyens de nos ambitions. Dans le sens où moi j'avais très envie d'avoir une boîte à 300 000 €, mais si c'était mais je réalisais bien que j'y serais jamais arrivé sans me délester des boulets que je traînais depuis 20 ans, quoi. Donc aujourd'hui, je sais que je suis en passe, je suis tellement plus serein par rapport à l'argent et ça va mieux et en fait, je vous parle avec beaucoup de sérénité là, je sais que ça va arriver, quoi. En France, on parle très peu d'argent, c'est un truc que je déteste parce que sorte de sacralisation derrière ça, je sais pas. Il y a un truc que je comprends pas parce que pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un outil et j'ai déjà mis des gens mal à l'aise à parler argent et quand tu dis, en toute simplicité: «Ben, là, tu vois, je suis à 46 000, je te remercie de ta transparence» parce que je trouve ça hyper encourageant. Hem, voilà, c'est un exemple de savoir que, ben, il y a 2 ans, les 6 premiers mois, tu as fait aucun chiffre d'affaires, que les débuts ont été compliqués, mais comme pour beaucoup et qu'en faisant des choix, stratégiques, des bonnes rencontres, en t'entourant aussi comme il faut, en lâchant rien et en trouvant le juste milieu entre la raison et ce que tu veux faire, que, ben, là, deuxième année après, 3 ans 3 ans après ton burn-out, c'est ça?
Mhm. Tu vis de ton activité, mais au-delà d'en vivre, d'ailleurs, je déteste ce terme-là, c'est Fab Laurent, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, il a un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, où il y a des belles histoires là-dessus, et il y a quelqu'un qui dit, mais vivre, est-ce que tu vis de ton activité? Ça veut dire que si ton activité ne marche pas, tu perds ta vie. Enfin, c'est très violent comme. Donc là, tu peux financer ton loyer, tout ce dont tu as besoin tous les mois sans souci. Mais au-delà de faire ça, c'est sur des projets que tu kiffes. C'est-à-dire que tu n'es pas à enchaîner des tournages de pub pour Carrefour. Ouais, c'est Des clair. documentaires, des trucs que tu adores, quoi. Je trouve ça hyper inspirant. Ouais, on en revient à cette valeur de l'argent, quoi. Qu'est-ce que vous mettez derrière l'argent? Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Et moi, je crois qu'un des déclics que j'ai eu, c'était vraiment de comprendre que l'argent ne sera jamais un driver, ne sera jamais un objectif. Évidemment que vous avez vos tableaux et avec Steph, on aime bien suivre ça et c'est pour ça que je sais exactement combien mon entreprise fait. C'est parce que je traque tout ça et c'est essentiel de traquer. Mais traquer ne veut pas dire courir après, quoi. Et moi, quand j'ai compris que l'argent allait être une conséquence de mes actions, et ça paraît bateau comme phrase, mais quand on l'intègre et qu'on l'assimile vraiment dans nos tripes, quoi, il y a une sorte de sérénité, de lâcher prise sur notre activité qui est folle, quoi. En fait, il n'y a plus de question de mais si je crée ce contenu, il faut que je m'adresse à telle personne et que ces personnes, elles doivent rentrer dans mon tunnel de vente. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus tout ça. Et, ouais, dès lors que j'ai compris que l'argent allait couler de tout ce que j'allais faire, c'est fine, quoi. Et puis il y a Hello qui me pose une question. Du coup, toi, Nico, tu mets quoi derrière l'argent? Est-ce que tu veux préciser ta question, Hello? Ouais, si tu veux ouvrir le micro, c'est encore mieux. Je sais pas à quel point tu peux. En fait, tu disais, voilà, faut savoir qu'est-ce qu'on met derrière l'argent. Et du Ouais. coup, j'avais juste envie de savoir, en 2-3 mots, ce que toi, tu mets derrière l'argent. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, comment ça se fait que moi, je me suis posé la question, comment ça se fait que la paye d'ingé, qui était bien supérieure à mes premières payes de freelance, me déprimait, tandis que je sais pas moi, mon contrat à 500 € en tant que freelance, ça me rendait tellement heureux, j'étais presque heureux de payer l'URSSAF, quoi. Bah, en fait, c'est parce que il y a aussi ce truc de quelle valeur vous mettez derrière le travail. Et donc, en fait, mon travail de freelance me rend tellement plus heureux et utile. Je sens que je suis utile, je sers à quelque chose, qu'en fait, l'argent est juste la transaction logique, quoi. Tandis que, vu que j'étais pas épanoui dans mon taf d'ingé et je savais pas trop ce que je faisais, ça avait aucun sens. Je commençais à avoir une conscience écologique et pourtant, je faisais des tissus. Bref, il y a tout ça qui se confrontait avec moi et en fait, je touchais mon chèque qui était bien joli. Mais alors, je me disais, mais en fait, je suis payé à faire ça, quoi. Pas ouf. Donc voilà, les valeurs derrière l'argent, bah, c'est très lié à ce que tu fais dans ton travail, quoi. En fait, quand tu sens que tu es payé à faire des belles choses, tu es trop content. Peu importe la somme, en fait, tu es trop content de recevoir ta paye, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, Hello, mais je crois que je pourrais en parler pendant 20 ans. Steph, tu mets quoi derrière l'argent, toi? C'est quoi ta valeur? Voilà. Bah justement, quand tu répondais, je me disais, mais moi, qu'est-ce que je mets derrière? C'est une bonne question, je sais pas trop. Tu vois, je suis tellement heureux de payer mon loyer, là. Alors qu'avant, c'était une charge, quoi. Je sais pas, il y a un switch mental qui se fait quand on voit que l'argent, c'est juste une énergie pour faire des choses. Tu vois, les premières vacances totalement financées par l'entrepreneuriat, là, c'était juste cette année-là. La folie. C'était trop bien. Donc bon. Je comprends tellement là-dessus. Moi, j'ai une petite anecdote où je pense que ça peut dire ce que je mets derrière. Il y a une année où quand j'ai compris que j'étais entrepreneur, et on a beaucoup parlé de ça ensemble, Nico, quand j'ai compris que j'étais entrepreneur, j'ai mis des choses en place et je voulais dépasser un seuil de CA. Et je m'étais dit, ben voilà, je vais m'offrir une récompense. Une récompense à un truc que je vais offrir à ma famille, donc un week-end à Disney. Et moi, je vais avoir quelque chose que je garde tout le temps avec moi qui me rappelle ça. Et j'aime bien Harry Potter et j'avais vu qu'il y a une marque de bijoux qui faisait un petit pendentif vif d'or. Je m'étais dit en plus, voilà, je l'aurai toujours avec moi et ça va être symbolique. Et je m'étais noté ça sur mon carnet le jour où j'ai atteint ce palier. Je retourne voir le bijou et ça
ça faisait moins sens pour moi, en fait. C'était Pandora ou quelque chose comme ça et je me suis dit: «OK, cet argent-là, que j'ai gagné en mettant tout mon cœur dans un projet, ben, je vais le donner dans une grande marque». Enfin, c'est un peu je sais pas, ça me parlait moins et en fait, je me souviens, que j'avais flashé sur la création d'une artiste qui est peut-être encore en ligne parmi nous, je ne sais pas, donc c'est, Amy Hope sur Instagram et j'avais flashé sur son vase et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, Hello, elle avait déjà l'histoire, quoi. Fort, c'est fort. c'est ça». Et en fait, ça a fait tellement sens pour moi que je pouvais du coup, j'avais les moyens de m'offrir une création unique d'une artiste que j'adore. J'avais la sensation de faire circuler l'argent, d'une façon qui me plaisait parce que ça allait vers une artiste et que ce vase-là, ben, je l'ai, juste à côté de moi là et qu'il me remplit de joie parce qu'il y a ce palier-là, parce qu'il y a cet artiste-là et ça fait tellement plus sens que ce truc fabriqué à la chaîne que j'aurais acheté, n'importe où. Voilà, je me raconte ça parce que je pense que, connaissant ta relation à l'argent et vous autres, je pense que voilà, ça peut résonner. Ah, Elodie, qu'elle était là quand je l'ai reçue et que j'étais si heureuse. Ben ouais, parce que ça faisait tellement sens. Et j'ai même donné un nom à ce vase, il s'appelle Émile. Il y a Naïs qui dit: «Je dois vous laisser. Merci pour cet apéro visio très motivant. Au plaisir d'une prochaine rencontre». Salut Anaïs. Si c'est OK, Nico, on a encore 10 minutes devant nous. Ouais. C'est 1h30, mais on a commencé 10 minutes plus tard que ce qu'on fait d'habitude pour les apéros visio. C'est le moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout oui. C'est quoi votre retour par rapport à tout ça? Parce qu'on a abordé plein de sujets. Moi, je pensais pas qu'on allait faire autant sur l'argent, mais je pense que ça fait du bien. Même moi, ça me fait du bien et je dis souvent que pour faire de l'argent, il faut parler d'argent. Faut pas en faire un sujet tabou comme tout notre entourage le fait constamment. Et je suis très content. Ce qui est top, c'est à quel point le fait de conscientiser cette relation à l'argent et de travailler dessus, c'est totalement compatible avec le fait d'être très créatif. Oh oui, s'il vous plaît. Mais moi, je l'ai appris il y a peu. Comment dire, n'alimentez plus ce cliché de l'artiste pauvre qui doit vivre en mangeant des pâtes et attendre le prochain éclair de génie qu'il a dans sa cave là. Non, on est là pour faire de l'argent, faut le dire. Il y a Christy qui dit: «J'ai trouvé cette discussion passionnante, ça va me faire cheminer, c'est cool». Ça, c'est le genre de retour que j'adore. Du coup, personne ne prend la parole. Moi, il y a un point que j'aimerais bien qu'on aborde, si ça te va. Ouais. C'est le bootcamp que tu as mis en place. C'est-à-dire que ouais. met en place, a créé son premier bootcamp pour les gens qui veulent se lancer dans la vidéo. Donc, j'ai l'impression que j'emploie pas les bons termes. Tu vas expliquer ça. Moi, ce que j'adore, c'est que il y a 2 ou 3 ans, tu n'aurais pas forcément parlé de ça, mais c'est quelque chose qui a fait sens. C'est-à-dire que tu me dis toujours, et ça, j'adore quand tu me le répètes, c'est l'action nourrit l'information. Informe la stratégie. Oui, l'action informe la stratégie et donc c'est toujours passer à l'action. Et toi, à force de passer à l'action, tu as senti ce besoin humain d'organiser un bootcamp. Et un truc que j'ai trouvé génial, c'est le fait d'avoir suffisamment confiance en toi pour te lancer dans des projets. On a souvent tendance, quand on se lance, à s'éparpiller partout. On va contacter tel type de client, on va faire son site internet, on va faire ça, et puis on va faire ça. Et du coup, on met un peu d'énergie partout, et vu que c'est qu'un petit peu à chaque fois, on n'a pas trop de résultats. Toi, quand tu m'as dit: «Je vais me lancer sur le bootcamp», sachant que le premier bootcamp, ce serait un premier palier de prix parce que le premier, tu as mis une énergie de dingue pour faire un truc aussi quali que tu aurais voulu que ce soit et tu n'en as pas démordu. Tu as consacré un temps de dingue là-dessus, là où d'autres auraient eu peur, là où d'autres se seraient dit: «Mais non, mais ce temps-là, il faudra aussi que je prospecte, que je fasse ci ou ça». Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, je pense qu'on a tous des projets de cœur dont on rêve et moi, parmi tous ces projets-là, et j'en ai plein d'autres et c'est trop bien d'en avoir, il y avait ce truc de faire rencontrer des gens, quoi. J'ai appris, Steph disait, l'action informe la stratégie. J'ai appris en faisant des vidéos YouTube que ma vraie zone de génie, c'était de connecter les gens, que ce soit en vrai ou en ligne. Et je pense qu'on partage ça avec Steph, sinon on serait pas là aujourd'hui. Et en fait, la meilleure façon de
de rassembler des gens, bah, c'est de leur dire de venir à un endroit et on fait un truc trop cool. Le truc trop cool, c'est apprendre la vidéo. Donc moi, je forme les gens à la création vidéo. Il faut repréciser ce qu'est un créateur ou une créatrice vidéo. C'est vraiment à l'entre-deux du vidéaste freelance qui vend des vidéos professionnelles pour des clients et, et la personne amatrice de vidéo, quoi. Le créateur ou la créatrice vidéo, elle utilise la vidéo pour promouvoir ses services. Donc, je sais pas, je peux parler aux graphistes qui sont là. C'est comment vous pouvez vous filmer en train de travailler ou quel contenu vous pouvez faire sur les réseaux pour créer de la valeur et qu'on vous repère pour signer des missions. Donc, je forme des gens à faire ça. Ça peut être des diététiciennes, ça peut être des coachs en développement personnel, ça peut être plein d'autres trucs. Et le bootcamp servait à ça. Donc, quand on se lance dans un tel projet, c'est souvent la découverte totale et donc il y a des difficultés qu'on n'avait pas anticipées, quoi. La logistique, la vente, le marketing, la communication. Je sais qu'il y avait Sophie, je ne sais plus si elle est là, mais qui est ingénieure pédagogique, qui a un gros travail académique à faire. Et bah, tout ça, tu l'apprends sur le tas, quoi. Je sais pas à quel point je suis, tu sais, le mec qui fonce tête baissée et on réfléchira plus tard. Mais j'ai vraiment confiance en ce truc Ouais, de, on c'était apprendra plus réfléchi tard. avec la dose de confiance qu'il fallait, au contraire. J'ai eu l'impression que tu as dosé tout ça. Ouais, ouais, franchement, ça l'a bien fait. Évidemment que j'aurais pu faire mieux, mais encore une fois, c'est ce truc d'accepter que la première édition du bootcamp, elle sera moins bien que la deuxième, et cetera. Et ouais, si vous avez des projets de cœur, en tout cas, réfléchissez à la forme la plus simple, mais qui vous rendrait fier. Et allez-y à fond là-dedans, quoi. Si j'ai un conseil à donner. Je pense que c'est un peu la grosse leçon de ce projet, c'est être très exigeant avec la version numéro 10, mais être très peu exigeant avec la version numéro 1, quoi. Je sais pas si ça parle aux gens. Et ça se trouve, il y aura pas de version numéro 10 parce que ça se trouve, ça va pas vous plaire. Et le fait de savoir que ça vous plaît pas, elle vient uniquement du fait que vous avez fait une version numéro 1. Dans tous les cas, baissez vos attentes, avancez, faites vos projets de cœur. Ça peut apporter que des bonnes choses, quoi. Est-ce que ce bootcamp, ça peut être un exemple de ce que tu disais tout à l'heure, je fais ce qui me fait kiffer et avec stratégie et je suis confiant sur le fait que l'argent sera la conséquence? Bah, en fait, le bootcamp, quand on crée des projets entrepreneuriaux comme ça, on se rend vraiment compte, limite on le sent, c'est palpable, quoi, à quel point l'argent est une énergie. Parce que quand on a une relation client-prestataire, c'est, je te fais un truc pour toi, il y a de la valeur, tu me donnes de l'argent, cet argent, tac, l'Urssaf prend, il me reste tant, je paye des choses pour vivre. Globalement, c'est ça. Mais quand on construit des projets, on se rend compte que, bah oui, pour payer le traiteur, pour payer le logement, pour payer plein d'autres choses, les supports de communication. Là, je parle à la bonne cible. Et bah ça coûte de l'argent, quoi. Et je peux pas le faire tant que j'ai pas d'argent. Et donc, tu rentres dans cette logique de, OK, ça veut dire il faut vendre tant de places à tel prix. Et ouais, ça vient remuer encore plus mon rapport à l'argent. Et pour le mieux. Toujours pour le mieux. J'adore t'entendre parler. Merci, Pour Steph. finir, storytelling avant qu'on termine, Vas-y. que je trouvais important et tu me diras si tu es d'accord, c'est que le storytelling, c'était une façon d'amener, ta sincérité, ton unicité. Le fait c'est parce que tu es toi qu'on est venu chercher pour faire un docu. Parce que parmi plein d'autres vidéastes, du coup, on connaissait assez de ta personnalité, de ce que tu faisais pour sentir que tu étais la bonne personne pour ça. Et c'est pour ça que je t'avais demandé si tu acceptais de venir faire cet apéro visio. C'est parce que je pense qu'en tant que chargée de communication, en tant que graphiste, ce storytelling et ce fait, d'afficher qui on est, de raconter qui on est, de savoir raconter des histoires parce qu'on est des communicants et que ce soit pour nous, pour nos clients, on doit aussi savoir raconter des histoires. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous, travailler, maîtriser un peu parce que c'est un atout au service de notre activité et aussi pour nos clients. Pour moi, la passerelle entre ce que tu fais et ce que nous, on pourrait faire est évidente. Pardon.
Ouais, tu prêches un convaincu. Évidemment que le storytelling, et je pense que tu prêches des convaincus. Je pense que toute personne ici, enfin, vous savez à quel point le storytelling et raconter des histoires, c'est hyper important dans notre communication. Maintenant, moi, la chose qui me vient quand je t'entends, c'est je dissocie le storytelling de notre craft, quoi, de vos supports de communication, et le storytelling du storyteller, de vous. Et cette deuxième partie, elle touche un peu la discipline du personal branding. Il y a du storytelling dans le personal branding, dans la marque personnelle, dans l'image que vous reflétez, dans le récit que vous mettez dans la tête des gens. Et ces deux choses se travaillent évidemment. Euh, mais pour rebondir à ce que tu disais, sur ce que tu disais par rapport aux clients qui viennent me chercher parce que voilà, ils savent comment je suis. Et c'est marrant parce que pas plus tard que là, il y a 3 heures, j'ai eu un call où le prospect me dit, mais en fait, il y a personne d'autre que toi pour le faire. En fait, c'est un truc que je voulais vraiment et je pense que c'est vachement axé, enfin, c'est vachement. Euh, le storytelling permet d'avoir des clients comme ça, quoi. Des clients qui vous veulent que vous. Euh, moi, je suis trop content que ça m'arrive, hein, mais quelque part, je l'ai cherché parce que ce storytelling du storyteller, là, ça se travaille par être au clair avec les valeurs que vous divulguez, euh, par la sensibilité que vous mettez dans vos créations, dans le message, dans la vulnérabilité aussi que vous avez à parler de vos échecs. Et je parle d'échecs parce que euh, tout le monde non, pas tout le monde se reconnaît dans le succès, mais tout le monde se reconnaît dans l'échec. Et donc, parler de vos échecs dans votre création, dans votre communication, etc. Euh, Parler de votre enfance, parler de ce qui vous fait kiffer, parler de choses très banales, hein, finalement. Et tout ça va construire un récit dans les personnes qui vous suivent. Et dans ces personnes-là, il y a peut-être des clients qui vous ressemblent et je vous souhaite que ça, des clients qui vous ressemblent parce qu'au-delà de la prestation de service, vous allez créer un vrai lien humain. Et en fait, je reboucle sur ça, mais la transaction commerciale, l'argent, c'est juste la conséquence de tout ça, quoi. Donc voilà, le storytelling pour moi, c'est un peu l'ingrédient magique, aussi bien dans le craft, dans les images que vous produisez, mais aussi dans votre communication, dans la marque que vous communiquez, quoi. Voilà, je pars dans tous les sens, mais ça, forcément, c'est un truc qui me passionne. J'ai pas l'impression que ce soit dans tous les sens. Euh, Est-ce que vous avez des questions avant qu'on laisse Nico? Non. Nico, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Non, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Je t'avoue que Ouais, à un ça, moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va raconter et tout, mais en fait, ouais, c'est une discussion de chillax, quoi. C'est trop cool. Il manquait juste la terrasse et la boisson là, et on n'était pas trop mal. peut-être dans des versions avancées Et oui, d'autres apéros, on pourra faire ça, ce serait mais trop. ouais, avec plaisir. En plus, quand j'entends des Rouen là, je me remémorais l'école d'ingé et tout. Rouen, je connais très bien Rouen. Merci Laetitia, c'est trop gentil. Ouais, n'hésitez pas à ouvrir les micros, prenez la parole, hein, c'est ce que je vous avais dit au départ, que c'était pour éviter que tout le monde se parle en même temps, mais on est sur la fin. N'hésitez pas à ouvrir les micros. Moi, je vois, c'était trop bien, inspirant de fou. Franchement, c'était super. Merci beaucoup. Ouais, moi, Nico, j'ai toujours trouvé ultra inspirant. Si vous voulez le suivre sur YouTube, sur tout ça, dans la newsletter que je fais partir rien que pour vous, rien que pour les participants, d'ici quelques jours, je vous mettrai les liens vers les vidéos dont je parlais, celle qui Merci beaucoup. la première qui a fait un grand bond, tout ça. N'hésitez pas, voilà, je vois que vous êtes, c'est tout par message, comme je vous le disais, n'hésitez pas à ouvrir les micros, ou sinon, si vous voulez rester plus en retrait, envoyez un petit message à Nico derrière. Comme à chaque fois, mes intervenants acceptent. J'ai toujours un oui direct, Steph, je viens. C'est toujours des gens extrêmement généreux. Je suis toujours très reconnaissante de ça. Je mets le replay en ligne dans 2 ou 3 semaines, on va dire. Je vais en mettre un par semaine. Merci à tous pour vos conseils, vos participations, votre enthousiasme. Là, je vois top pour les conseils. Merci pour ce moment de partage. Léa qui dit trop content de t'avoir rencontré, Nico. On se retrouve sur les réseaux. Merci à vous et surtout, Réseaux. s'il vous plaît, merci à Steph quand même. Qui est capable de réunir des gens comme ça à 20h un mercredi là? Franchement, c'est chapeau. Bravo Steph. Ouais. Merci à toi.
Merci à tous. Je vois que tu faisais ceci, Merci ceci, aussi. là, ça va très bien. Merci Euh, beaucoup. Merci. Et on fait à la Kylian. C'est notre coach commun qui nous apprend à faire à la fin pour dire merci intervenant. Et oui, ouvrez tous vos micros, on s'est dit au revoir et Ouais, il est temps d'aller manger. aussi avec le son.